Je suis Dr Bango Rama et je suis chargée de vous entretenir cet après-midi sur les noyades. Ce cours a été préparé par le Dr Ngomatip Sarah Edith et moi-même Dr Bango Rama. Yacine, la diapositive suivante. Yacine. Et pour aborder ce travail, le plan suivant sera adopté. En grand temps, nous allons parler de l'introduction. Et dans l'introduction, nous allons faire la définition. Nous allons parler en 2 de l'intérêt. En 3, nous allons faire un rappel physiopathologique. En grand 2, nous allons parler du diagnostic positif. Et dans le diagnostic positif, nous allons parler de la CAT en urgence. Nous allons parler du diagnostic de retentissement. En 3, nous allons parler des causes. En grand 3, nous allons parler des principes de prise en charge et en 4, nous allons faire la prévention. Comme définition, il a à retenir que la noyade se définit comme étant une insuffisance respiratoire aiguë qui résulte soit d'une immersion ou d'une submersion en milieu liquide. Et le plus souvent, le liquide en cause, c'est de l'eau. Et il faut considérer une personne comme étant victime de noyade dès qu'il y a présence de liquide à la rentrée de ses voies aériennes, ce qui va empêcher la rentrée de l'air. Cette définition est une définition qui est internationale et qui a été proposée par l'OMS en 2005. En 2, nous allons parler de l'intérêt et nous allons aborder l'intérêt sur 3 plans, à savoir sur le plan épidémiologique, sur le plan thérapeutique et sur le plan pronostic. Sur le plan épidémiologique, la noyade est considérée comme étant la première cause de décès accidentel chez les enfants de 1 à 4 ans. Dans le monde, il a été recensé que 14 millions de personnes sont mortes dues à la noyade. En France spécifiquement, il y a eu 3000 cas de noyade, dont 500 morts par an. Au Sénégal, de la période de 1997 à 2006, il a été enregistré 1000 cas de morts suite à la noyade. Le diagnostic de la noyade est très évident et ça constitue une urgence thérapeutique. Le pronostic dépend de la mise en œuvre rapide et précoce des méthodes de réanimation. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Yacine. Allô, Bango. En 3, nous allons parler des rappels physiopathologiques. Et pour aborder cette partie, nous allons évoquer en 4 plans. D'abord, nous allons parler des conséquences de la noyade sur le plan pulmonaire, ensuite des conséquences de la noyade sur le plan hémodynamique. Nous allons également aborder les conséquences sur le plan métabolique et hydroélectrolyte et enfin finir sur les conséquences de la noyade sur le plan digestif. Sur le plan pulmonaire, il faudrait retenir que dès qu'il y a contact des voies aériennes supérieures avec du liquide lors d'une immersion ou d'une submersion, ceci va provoquer une apnée réflexe. Et cette apnée réflexe va créer un laryngospanse qui va entraîner une hypoxie. Et lorsqu'il y a prolongation de cette hypoxie, il va y avoir un trouble de la conscience et il va y avoir également une perte de protection des voies aériennes supérieures, ce qui va permettre l'aspiration de liquide au niveau pulmonaire et au niveau gastrique. Lorsqu'il y a contact du liquide avec les alvéoles, ceci va entraîner un collapsus au niveau alvéolaire avec formation d'atelectasie et de la perméabilité des cellules endothéliales avec formation d'œdème. Comme conséquence, il y aura une augmentation du shunt intrapulmonaire, une altération des rapports ventilation et perfusion et une diminution de la compliance avec une augmentation du travail respiratoire. Cette cascade d'événements va mener à une hypoxie, une hypercapnie et une acidose respiratoire et métabolique pour finalement entraîner une défaillance au niveau cardiovasculaire, une ischémie cérébrale et finalement entraîner le décès du patient. En ce qui concerne les conséquences hémodynamiques, les conséquences de la noyade sur l'appareil cardiovasculaire doivent être appréhendées comme si c'était la somme des modifications physiologiques qui sont inadhérentes à l'immersion dans le milieu liquide et aux atteintes physiologiques dues à la détresse respiratoire qui est hypoxémique. L'effet de l'immersion
en eau tempérée, lorsque la température de l'eau est aux alentours de 25 degrés Celsius, cela va entraîner un gradient de pression hydrostatique positive. Et ça va créer une augmentation du retour veineux avec augmentation du débit cardiaque et de la vasoconstriction, ce qui va correspondre à une résistance périphérique associée à une ascension au niveau diaphragmatique et créer un shunt au niveau droite et gauche et des résistances pulmonaires. La conséquence, c'est une hypervolémie relative avec diurèse et une natriurèse et une kaliurèse également. Et en cas d'immersion dans l'eau froide, on a une réponse de type Kortschkov. Et cette réponse va commencer au début par un gasping. Lorsque le patient a inhalé 2 à 3 litres d'air, puis une hyperventilation qui va induire une hypocapnie. Il y aura également une sensation de dyspnée, une asynchronie respiratoire, un état de panique et un saisissement de la victime. Au niveau cardiovasculaire, on aura une vasoconstriction périphérique importante avec des catécholamiques circulants, ce qui va correspondre à une tachycardie et une augmentation de la tension artérielle. Ceci pouvant être expliqué par la défaillance au niveau cardiovasculaire et les arythmies. Et en cas d'immersion en ce qui concerne les conséquences métaboliques et hydroélectrolytiques, après inhalation d'au moins 11 ml d'eau par kilogramme de liquide, la volémie va suivre des modifications importantes. Les premières heures, on aura une hypovolémie lors d'inhalation d'eau de mer avec une hypernatrémie et une hypovolémie qui sera transitoire avec une diurèse et lors d'inhalation d'eau douce. Pour les inhalations plus modérées, il semble que la volémie va varier un tout petit peu. De la même façon, les variations des électrolytes sont assez faibles en cas d'inhalation peu importante. Elles peuvent par contre devenir préoccupantes pour les volumes d'eau beaucoup plus importants, lorsque le volume d'eau ingéré est supérieur à 20 ml par kilogramme poids, et ce cas est le plus souvent rencontré chez les patients qui survivent initialement à une noyade. Au niveau des conséquences digestives, lorsqu'il y a aspiration du liquide au niveau gastrique, il y a un risque supplémentaire de vomissement ou de régurgitation avec bronchoaspiration du liquide gastrique dans 60 à 86% des cas lors de la perte de la connaissance ou des tentatives de réanimation. En grande, nous allons aborder le chapitre diagnostic positif. Et au chapitre diagnostic positif, nous allons d'abord commencer par l'interrogatoire. Il faudrait très bien mener l'interrogatoire dans le cadre d'une noyade. D'abord, il faudrait s'assurer de l'heure de survenue. Le liquide qui est en cause, soit si c'est dans l'eau de mer ou bien c'est dans de l'eau douce. Pouvoir avoir au moins une température approximative de l'eau. Rechercher s'il n'y avait pas une notion de traumatisme associée. Rechercher la durée présumée de la submersion et aussi demander s'il n'y a pas eu de traitement effectué sur le lieu de l'accident. Mais également, il faudrait s'intéresser aux antécédents du patient. Demander si ce n'est pas un patient qui est épileptique connu, s'il n'est pas diabétique, s'il n'est pas allergique ou bien s'il n'y a pas de cardiopathie associée. À la clinique, il existe essentiellement 4 stades de noyade, selon l'équipe de secours extra-hospitalier de France. Et au premier stade, nous avons l'aquastress. D'abord, ce premier stade, la victime est juste angoissée. Il va juste répondre au stress émotionnel qui est là et physique par une hyperventilation, une tachycardie, des frissons et des tremblements. Au stade 2, nous avons la petite hypoxie.